Avec notre invité Thierry Lévesque. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. Journaliste spécialisé des affaires judiciaires, auteur de Le continent des oubliés, le Cold Case, des fillettes martyrs de 1987, et c'est aux éditions Darkside. Merci d'être avec nous. Votre livre est consacré donc au Cold Case, ces crimes qui sont commis et dont les criminels restent impunis. D'abord, comment vous êtes-vous intéressé ? Je suis chargé de rubriques judiciaires dans divers médias depuis 30 ans et ce sujet a peu à peu émergé, c'est vrai, pas seulement en France d'ailleurs, mais en France avec la création d'un pôle spécialisé, ça c'est une exception française, c'est-à-dire une unité judiciaire à Nanterre, près de Paris, qui est dédiée aux affaires criminelles non élucidées et donc qui sont au nombre en fait de plusieurs milliers en réalité. Et justement, il y en a combien des cold cases en France ? On ne sait pas exactement, c'est d'ailleurs l'un des problèmes puisqu'il n'y a pas de mémoire criminelle, il n'y a pas de fichier qui recense les crimes qu'on n'aurait pas réussi à élucider. Donc dans la loi, il a été inscrit qu'à partir de 18 mois sans élucidation, un dossier devient un cold case. On peut estimer, disons, depuis les années 70-80, que c'est sans doute plusieurs milliers, oui. Plusieurs milliers en France. Oui, en France. Donc c'est un nombre tout de même important. Vous racontez plusieurs affaires d'assassinats de fillettes dans votre livre, notamment ces assassinats dans les années 80, à l'époque où d'ailleurs vous dites que la criminalité était plus élevée, les homicides, le nombre d'homicides était plus élevé en France dans les années 80 qu'aujourd'hui. Beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, c'est complètement... Combien de fois plus ? C'est vrai qu'à peu près 2 fois. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait à peu près 2000 homicides annuels en France. Aujourd'hui, on a plutôt aux alentours de 1000. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas un peu dans l'air du temps. Les gens ne le savent pas parce que le thème de l'insécurité, qui est beaucoup exploité politiquement, laisse penser aux gens, et puis la couverture extrême des faits divers laisse penser le contraire. Laisse penser que ça augmente, mais en fait ça baisse. Alors du coup, on a une opportunité historique dans le système judiciaire qui est de faire baisser encore cette violence, puisque réussir à retrouver des prédateurs anciens qui ont pu récidiver, on sait que certains assassins tuent sur des décennies entières, c'est tout simplement, ça ferait baisser la violence en France, qui elle-même déjà est tendanciellement à la baisse. Donc c'est un enjeu de société, c'est un enjeu politique. Et puis ça donne beaucoup d'espoir aux familles, c'est ce que vous dites lorsque vous parlez justement de l'assassinat de ces fillettes, avec la création de ce pôle au tribunal de Nanterre. C'est 2021, donc c'est tout de même très récent. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Eh bien parce que justement ce sujet n'était pas, n'avait pas émergé. Il a émergé beaucoup avec le progrès des techniques d'enquête, l'ADN bien sûr, mais aussi le numérique, etc. Et par ailleurs, c'est devenu, à cause d'associations, d'avocats spécialisés, un vrai sujet de société. C'est-à-dire ces enquêtes qui ont été pas faites, mal faites, qui ont échoué, qu'on a laissé tomber, où on a détruit des pièces à conviction. Souvent, d'ailleurs, il y a des défauts dans ces enquêtes, bien sûr, des failles. Bien sûr. C'est une histoire aussi de l'échec judiciaire, pas forcément du fait de carences, mais ça peut arriver aussi malheureusement. Donc ça met aussi en cause l'organisation de la police criminelle, les investigations du système judiciaire, de son architecture. Enfin, c'est un sujet en fait beaucoup plus vaste que de simples faits divers. Et puis surtout, il y a toutes ces familles, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Le continent des oubliés, qui a encore un espoir. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un, de perdre un proche, assassiner, et en plus de ne pas savoir ce qui s'est passé et de se sentir abandonné par le système. Donc la justice a aussi quelque part à se racheter. Et donc, cette unité judiciaire a été créée dans cette idée. Ouais, c'est quelque chose de futuriste. Dupond-Moretti qui était garde des Sceaux à l'époque, donc c'est vraiment tout récent. Oui, il connaît bien le sujet d'ailleurs, puisqu'il a lui-même eu, en partie civile, à connaître de dossiers comme ça. Donc, il a profité de son passage à la chancellerie pour créer ça dans un projet de loi qui était en cours, etc. Un peu à l'arrache, on dirait. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Est-ce que la France est dans un mouvement plus global ou est-ce qu'elle était très en retard, par exemple, par rapport aux États-Unis ? C'est clair que c'est un mouvement mondial, puisque, comme je le disais, vu le progrès des techniques, notamment de la génétique et de la généalogie génétique, vous savez, on peut maintenant... en introduisant un ADN inconnu dans des fichiers privés qui existent aux États-Unis, trouver des parents éloignés, puis à partir des parents éloignés, retrouver votre tueur. Alors ça a été lancé d'ailleurs dernièrement, il y a eu un cas résolu en France grâce à l'aide des États-Unis, et les États-Unis résolvent maintenant des cas par centaines. Oui, parce qu'il faut voir, la loi française ne le permet pas. On ne peut pas faire de recherche généalogique à l'aide de l'ADN. On ne peut déjà pas faire de business de l'ADN comme le font les Américains. Vous savez, vous envoyez votre ADN, on vous donne vos ancêtres, etc. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc il n'y a qu'eux qui ont des fichiers, mais il y a 2 millions de Français aux États-Unis fichés volontairement, ils l'ont accepté. Et donc,
on est obligé de s'en remettre à eux pour résoudre nos affaires. Et ils collaborent, manifestement. Oui, ça peut être simple, mais... espérons qu'ils vont le faire largement. Mais enfin, vous imaginez bien qu'on n'est pas les seuls à leur demander, puisque le monde entier, en fait, va chercher ses origines aux États-Unis. Donc, ils ont des fichiers qui sont peu ou prou utiles à des centaines de pays. La loi devrait s'assouplir en France là-dessus? Alors, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait passer un projet de loi. Alors, avec les aléas politiques qu'il y a en France en ce moment, on verra, mais ça devrait un peu assouplir cette procédure de demande d'aide aux États-Unis. Après, il faut être conscient qu'avec ces retards, ce décalage en fait, de statut de l'ADN dans nos législations, on ne pourra pas faire la même chose que les Américains chez nous, en l'état de la loi. Le violeur au tournevis, c'est une affaire qui est ressortie il y a quelques jours, donc ça tombe... C'est très emblématique. C'est très emblématique. Le suspect identifié grâce justement à la généalogie génétique, il a été mis en examen et écroué 10 ans après les faits. Il avait donc été placé en détention pour viol. On parle du violeur au tournevis parce qu'il avait donné un coup de tournevis dans le dos. Tentative de meurtre. Tentative de meurtre d'une joggeuse, c'est ça? C'est ça. Et donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu... Mais comment on l'explique techniquement? Parce que 10 ans après... C'est vrai que c'est un sujet assez technique et pour le téléspectateur, je vais essayer de l'expliquer en 10 secondes. En France, en fait, dans le fichier pénal, où on a l'ADN donc des gens déjà condamnés, on peut rechercher les ascendants, c'est-à-dire frères, père, mère, grand-père, etc. Mais on ne peut pas aller plus loin pour des motifs techniques, l'ADN français étant limité. Voilà. Aux États-Unis, c'est un ADN plus développé et en plus, c'est de l'ADN, entre guillemets, des honnêtes gens. C'est ceux qui se sont donc... qui veulent avoir des renseignements sur leurs ancêtres. Donc vous avez à peu près 2 millions de Français. Avec ça, c'est un échantillon suffisant de la population. Donc si vous rentrez l'ADN inconnu de ce garçon, par exemple, eh bien, vous obtenez nécessairement des parents plus ou moins éloignés, des cousins à 10, à 20, à 30% de patrimoine génétique. Et ensuite, vous faites une enquête classique par Internet, et puis en allant voir les gens, etc., pour remonter à lui. C'est ce qui s'est passé en ce qui le concerne. Et donc, ça peut se reproduire. Dans beaucoup d'autres affaires, c'est maintenant quasiment... C'est parce que des membres de sa famille ont peut-être fait une recherche généalogique. Des membres éloignés. Vous savez, vous avez, par exemple, des cousins éloignés avec lesquels vous avez 30% de patrimoine génétique, disons. Vous ne les connaissez peut-être même pas. Mais à partir de ce parent, donc, très éloigné, de fil en aiguille, vous pouvez retisser l'arbre généalogique et donc identifier l'ADN inconnu de départ. Alors, c'est une entreprise importante, puisqu'il faut d'abord séquencer l'ADN correctement, et ensuite, il faut faire l'enquête généalogique, c'est-à-dire par Internet, puis en allant voir un par un. Alors, les États-Unis ont même maintenant privatisé cette tâche d'enquête généalogique. Chez nous, on n'en est pas là, on doit le faire nous-mêmes. Ça pourrait évoluer tout de même, pensez en France ou en Europe. Je pense que c'est une révolution qui va nécessairement, si vous voulez, se propager. Mais le problème, c'est qu'on est très en retard sur la législation, encore une fois sur le statut de l'ADN, etc. Et je ne crois pas que les dirigeants politiques soient vraiment conscients, en réalité, des potentialités. Alors, le pôle de Nanterre va leur montrer. Il leur a montré avec cette affaire. Avec d'autres, il va le faire, j'espère. Et petit à petit, le sujet va émerger. Avec cette affaire, puis une autre, ils ont retrouvé également l'assassin de 2 fillettes sur les 4. Non, alors les fillettes, on a envoyé... il y a un ADN inconnu de tueur d'une des fillettes, puisque dans les autres dossiers, malheureusement, on n'a pas conservé les pièces à conviction qui permettraient d'avoir l'empreinte génétique du tueur, mais on en a un. Alors, c'est peut-être celui de Sabine Dumont uniquement, ou peut-être aussi celui de 2, de 3, de 4. Et donc, on l'a envoyé aux États-Unis. On attend, suivant le même principe, qu'il nous offre un nom. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé le tueur. On n'a pas le résultat. Parce qu'il y avait un indice, celui qu'on appelle le grêlé, il y avait un lien plus ou moins avec... Alors, il peut être un des auteurs de ces 4 meurtres que je relate dans le livre, puisqu'il y a eu 4 fillettes tuées dans une période très proche, quelques semaines de 87. Ça peut être le même sur les 4. Il peut y avoir 2 tueurs, et donc on sait que c'est pas celui de Sabine Dumont, puisque c'est pas son ADN, mais peut-être il est l'auteur sur quelques-uns 2 des autres homicides. Donc tout ça doit encore émerger. Mais on a donc un ADN avec l'ADN du tueur de Sabine Dumont qui donc va suivre le même chemin et espérons avoir le même résultat que l'affaire du violeur au tournevis. Et en fait, quel est maintenant aujourd'hui le ratio du moment où on retrouve ces tueurs depuis 2021, donc depuis qu'on a... Alors, il y a une 130 dossiers qui ont été repris à Nanterre. Ça va faire 4 ans maintenant, donc bien sûr, il faut travailler ces dossiers. Mais on a quand même retrouvé, à vue de nez à peu près, élucidé, je crois, une vingtaine, 25 cas.
Bon, ça peut paraître pas beaucoup comme ça, mais c'est des récidivistes potentiels qui font beaucoup de dégâts si on les laisse dans la nature. Et puis, c'est des familles qui attendaient depuis 10, 20, 30 ans la solution de leur dossier. Donc, est-ce que ça peut ouvrir une affaire comme celle de Grégory, par exemple, ce type? Alors, Grégory n'a pas été transférée à Nanterre parce qu'elle est toujours traitée à Dijon, mais les techniques qui sont utilisées pour les affaires de Nanterre peuvent être utilisées là. Bon, on sait que dans l'affaire Grégory, c'est une histoire familiale, donc l'ADN ne va pas forcément aider beaucoup, puisqu'on va retomber sur l'ADN de la famille Grégory. On sait que c'est peut-être plus ou moins quelqu'un, mais est-ce que c'est lui, l'ADN est incriminant dans ce cas-là? Je suis pas sûr. Donc ça, c'est un cas un peu séparé. Mais pour des affaires d'homicide, de viol en série, parce qu'on a aussi beaucoup d'affaires de viol en série sur des années, c'est bien sûr crucial. Donc il y a, je crois, c'est beaucoup plus qu'une histoire de faits divers. C'est une histoire politique et sociale dont les dirigeants politiques devraient se saisir. Pour l'instant, je pense que c'est pas encore remonté dans la conscience et dans le débat, mais ça va pas tarder. Par exemple, on voit beaucoup dans les films, dans les séries, oui, bien sûr, de cold case, donc ça rentre. Oui, ça infuse petit à petit. Vous savez, cette série Cold Case, c'est d'ailleurs de là dont vient la locution anglaise, pour ça qu'on l'utilise chez nous en France. C'est dans les années 2010. Donc ce sujet, il est déjà culturellement. Il y a eu le film La Nuit du 12, qui a eu beaucoup de prix, vous savez, de Dominique Moll, sur une affaire criminelle non élucidée et authentique. Donc culturellement, oui, c'est quelque chose qui est maintenant très populaire, donc ça devrait donner beaucoup je pense, de résultats prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Le continent des oubliés, Thierry Lévesque, les cold cases des fillettes martyrs de 1987. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve après une courte pause.